Donc, souvent, quand tu appliques, tu as l'expérience des choses et tu peux plus peut-être dire des choses intéressantes, aller en profondeur sur certains trucs. Et moi, comme je n'ai jamais appliqué ça, je vais pas être très profond, je pense. Donc, on va quand même essayer. Donc, la présentation, elle va porter sur l'idée d'ajuster simultanément un modèle de survie et un modèle longitudinal. Donc, il y a de nombreuses études qui collectent à la fois des données longitudinales, donc des mesures, et des données sur la survie. Mais bon, en fait, là, on va dire que c'est la survie, mais on sait que ça peut pas être forcément mort ou vivant. Ça peut être autre chose, mais sans perdre de généralité, on va dire que c'est de la survie. Les données longitudinales sont des données pour lesquelles une variable Y, que j'ai appelée biomarqueur, voilà, biomarqueur, est mesurée à différents moments, type pression artérielle, poids, CD4, etc. Donc ça, clairement, je sais que on en a tous eu. Les données de survie enregistrent les durées jusqu'à un événement d'intérêt, tel que le temps jusqu'au décès, par exemple pour cancer ou autre chose. En l'absence de corrélation entre la réponse longitudinale et la survie, en gros, les deux outcomes, on peut juste les analyser séparément. Normalement, il n'y a pas de souci. Si je comprends bien le thème, il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'en revanche, l'outcome longitudinal et la survie sont liés, les deux outcomes, il faut faire quelque chose en gros. Et ils doivent être analysés, enfin, je dirais qu'ils peuvent, j'aurais peut-être dû dire qu'ils peuvent être analysés conjointement pour éviter des résultats potentiellement biaisés. Parce que peut-être qu'il y a d'autres méthodes en fait que ça hein, pour gérer ça. Mais je sais pas, voilà. Donc les modèles joints, en gros, on a deux processus potentiellement liés. Donc on aura un modèle linéaire qui sera, pour l'instant j'ai vu que des modèles linéaires mixtes dans ce business, longitudinal, donc ce sera le biomarqueur, et un modèle de survie, la survenue d'événements, et je dis que ce sera le décès, mais ça peut être bien autre chose, hein, n'importe quoi, ça peut être, je sais pas, j'ai perdu mon emploi, enfin peu importe, on s'en fiche. Donc, on peut être intéressé par plein de choses. Donc, on peut estimer la trajectoire du biomarqueur en utilisant la survenue de l'événement, qui donc, elle est informative. Ou estimer, par exemple, la relation entre la trajectoire du biomarqueur et la survenue de l'événement. OK. Et il y a même d'autres choses hein, qu'on peut faire. C'est juste, j'ai mis deux exemples de ce qu'on peut faire. Je suis persuadé qu'on peut faire plein d'autres choses. Enfin, on peut être intéressé par d'autres choses. Donc les modèles joints, ils vont être utiles en gros pour évaluer l'impact d'une covariable longitudinale mesurée avec erreur potentiellement sur le temps de survenue d'un événement d'intérêt. Okay. Donc c'est en gros les variables dépendantes du temps dans un modèle de survie, mais là on va les prendre, on va pouvoir en tenir compte dans le modèle conjoint. Okay. Donc voilà, il y a des modèles de Cox à variables dépendantes du temps. Ça fait le job, ça peut faire le job en effet, mais là on fait un peu la même chose, mais avec le modèle conjoint, quoi. Estimer l'effet des covariables indépendantes du temps sur l'outcome longitudinal et l'outcome de survie, donc on pourra avoir les deux en même temps. Donc là, cette fois-ci, c'est à la baseline. Quand je dis indépendante du temps, généralement, ça veut dire la baseline. Voilà, basta. Estimer l'effet des covariables dépendantes du temps sur l'outcome longitudinal et la survie. Et en fait aussi, un truc que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est pour tenir compte des dropouts informatifs dans l'analyse des données longitudinales. Finalement, c'est un truc assez général où tu peux juste avoir des gens qui abandonnent. Ici, en fait, abandonner, c'est mourir, mais je réalise que tu peux juste avoir des gens qui littéralement arrêtent de répondre à des questionnaires et tu peux faire comme s'ils étaient morts et finalement utiliser quand même des modèles conjoints pour gérer cette affaire si tu veux analyser des données longitudinales. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai vu ça. J'ai senti qu'il y avait un potentiel comme ça. Donc, on va supposer un truc simple. On va se donner un contexte. On a un essai clinique où on observe un biomarqueur mesuré à différents moments et le temps de survenue d'un événement d'intérêt, comme d'habitude. On a TI étoile, donc on dit que c'est la vraie durée du patient. On dit qu'on a N patients. Et ce qui se passe, c'est qu'on aura le TI, ce sera le mean de TI étoile et de CI, qu'on appellera la durée de vie observée, en fait.
parce que CI, c'est juste le temps de censure, c'est les gens qui sont censurés. Donc soit on voit la vraie durée de vie, soit on ne voit pas la vraie durée de vie, on appelle ça le temps de censure, rien d'autre. On a un delta I, généralement, qui est juste une indicatrice qui va dire si l'événement, il y a eu l'événement, quoi. Et égal à 1 s'il y a eu un vrai événement, et 0 si c'était une censure, c'est tout. Donc classique, jusqu'ici, c'est les modèles de survie basiques, je crois. Et on a une variable Y, donc ici, j'ai utilisé un peu de notation plus ou moins lourd, peut-être, mais bon, désolé, Y de TIJ, parce qu'on dirait que dans ce business, ils écrivent ça un peu comme ça parfois. J va de 1 à MI pour simplement dire que le temps pour le sujet, enfin, les mesures pour le sujet I, il n'y en a pas forcément autant que pour le sujet I', par exemple. Donc, c'est pour ça que J dépend de I, en fait, MI. Et ça représente les mesures répétées du biomarqueur pour le patient I au temps TIJ. Voilà. Mais bon, si vous voulez dire autant J, c'est pareil, mais je l'ai appelé TIJ, j'ai mes raisons. On suppose que la censure et les temps de mesure ne sont pas informatifs. Ça a l'air important. Il ne faut pas que la censure et les temps dans lesquels on mesure les gens dans les données longitudinales soient informatifs. Ça, il ne faut pas, surtout. Voilà, on peut se douter pourquoi. Donc là, en gros, ici, dans une étude longitudinale, il y a souvent des données manquantes. En gros, je vais essayer de parler de ce dont j'ai parlé, enfin, ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a souvent des données manquantes. Et ces données manquantes, elles peuvent être informatives. Elles ne doivent pas être ignorées dans les analyses. Donc, exemple, si la valeur d'un biomarqueur, donc Y, par exemple, il est lié au décès, il est lié au risque de décès. Et comment? Supposons qu'en fait, les valeurs élevées de Y augmentent le risque de décès. Donc, si tu as des Y qui sont hauts, tu as plus de chances de mourir. Alors, au fil de temps, ce qui va se passer, c'est que les patients ils vont disparaître, en fait, pour cause de décès. Les patients pour cause de décès. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va se retrouver avec une population qui a l'air en meilleure santé, en fait, parce qu'elle aura des valeurs plus faibles de Y. Parce que ceux qui sont morts, en fait, c'est des gens qui avaient des grands Y. Et quand on va mesurer l'effet du temps sur l'effet longitudinal, on va voir qu'il est biaisé, en fait, normalement. Et après, j'ai essayé parce que j'ai vu des gens faire ça, mais moi, je me suis dit, bon, c'était intéressant, mais ce n'était pas dynamique. J'ai essayé de le faire de façon dynamique. Donc là, je vous montre, par exemple, vous avez le temps qui passe et en Y, la réponse longitudinale. Et en fait, il n'y a pas d'effet du temps, d'accord? Après, on a les gens qui ont leur trajectoire perso, mais on voit bien que marginalement, il n'y a pas d'effet du temps. Okay. Donc, mais supposons donc maintenant que les gens qui ont des grands Y, en fait, ils meurent. Ils meurent. Automatiquement, il va se passer ça, en fait. Ils meurent, ils disparaissent. Donc toi, tout d'un coup, tu vas croire qu'en fait, il y a un effet du temps, en fait. Donc ça, j'ai vraiment trouvé ça sympa. Et l'idée du modèle conjoint, c'est justement de t'éviter de croire ça, en fait, si j'ai bien compris le truc. C'est que, voilà, donc ça va te rétablir normalement le fait qu'en fait, il y avait rien, en fait. Il n'y avait rien, c'est juste que tu n'as pas eu de chance, les gens, ils sont morts, et le décès, il est lié à ta réponse longitudinale. OK. Donc ça, c'est pour ça que j'appelais données avec dropout, mais en fait, avec des... Ouais, appelez ça comme vous voulez, décès, dropout, ça peut être... c'est vraiment général, je trouve. Donc en gros, dans les modèles, on va avoir ce qu'ils appellent les sous-modèles, des sous-modèles. Donc il y a d'abord le sous-modèle longitudinal, donc on modélise le Y à l'aide d'un modèle mixte, linéaire mixte, et donc il va s'écrire Y, en gros, voilà, égale mu I. En gros, c'est juste pour dire que ça dépend du temps, plus une erreur classique où on dit que c'est la loi normale. Et le truc en bleu, il y a des gens que techniquement, ils l'appellent la fonction de trajectoire réelle. Ok, pourquoi pas, rien de spécial, c'est juste rajouter des notations. Mais en fait, là, je vous fais une paramétrisation la plus simple possible, mais on peut avoir bien plus compliqué, où on a un effet aléatoire de l'intercept, les BI0, d'accord. On aura un effet du temps que tout le monde se prend, ok, c'est l'effet moyen, l'effet marginal, et l'effet conditionnel, subject conditionnel,
voilà, enfin subject spécifique, excusez-moi. En gros, l'effet aléatoire, la pente aléatoire, quoi, que tout le monde connaît. Et plus, si vous voulez une tonne d'autres variables, vous mettez ce que vous voulez, vous avez ce que vous aimez, on s'en fiche complètement. Mais ce qui importe, voilà, c'est le modèle mixte habituel où on a un random intercept et un random slope. Voilà. On peut voir plein d'autres random trucs, mais on va rester simple pour l'instant. Et généralement, donc, ce sont des effets aléatoires, donc ils vont suivre comme c'est des variables aléatoires, suivent une loi normale. Enfin, pour faire simple, on dit toujours qu'ils suivent une loi normale multivariée, donc de moyenne nulle. Là aussi, c'est complètement arbitraire en fait. Et puis une matrice de variance-covariance. Sur les diagonales, on aura la variance des effets aléatoires, donc la variance inter-sujet, classique, la variance des BI0 là, et puis et la variance inter-sujet sur les pentes, parce que chacun, peut-être, n'a pas la même pente, donc il y a une petite variance. Voilà. Et si ces variances, en fait, elles sont nulles, c'est qu'en fait, vous pouviez juste faire le modèle linéaire simple, et puis il n'y a rien de spécial, il n'y a pas de corrélation, en fait, dans les données. Et puis, il y a aussi un paramètre de covariance entre les deux, qui est possible, pour dire, par exemple, que peut-être que ceux qui commencent plus haut, je ne sais pas, ils ont une pente plus forte, par exemple, ou le contraire. Et donc, ça va nous donner une corrélation entre les deux effets aléatoires. Bon, ultra classique, rien de spécial. Donc, les effets aléatoires, bien sûr, même si beaucoup de gens on oublie ça, et en fait, j'ai réalisé qu'on s'en fiche. Mais alors que techniquement, c'est vraiment important, les effets aléatoires sont indépendants des erreurs de mesure. OK, mais personnellement, je sais que, enfin bon, tout le monde s'en fiche. Les sujets sont indépendants. Ça, tout le monde s'en fiche pas quand même, c'est important. Voilà. OK. Et on a le deuxième sous-modèle, qui est le modèle de survie. Donc, généralement, c'est un proportionnel hasard modèle. Hein. Donc, il peut être paramétrique. La plupart du temps, pour des raisons très profondes, je pense qu'on utilise le Weibull parce que je pense que c'est assez... on peut faire plein de... Enfin, c'est quoi le mot? Aidez-moi. Ça peut prendre en compte pas mal de hasard, quoi, essentiellement, parce qu'il y a deux paramètres dedans. Donc, c'est pour ça que le Weibull, il est pas mal. Mais il y a d'autres AFT. En fait, c'est les Accelerated Failure Time, je crois, ou je sais plus quelque chose. Mais il y en a d'autres, exponentiels, log logistique. Enfin, il y a une tonne de modèles paramétriques que là encore, je trouve... je ne sais pas pourquoi ils sont pas plus utilisés, mais parce que tout le monde adore le Cox. OK. Donc voilà, tout le monde adore le Cox. Mais en fait, on réalise que souvent Weibull, il fait aussi bien que le Cox, et il est paramétrique, donc généralement, il est plus efficace. On peut avoir une puissance plus importante dans nos tests. Donc, c'est vraiment toujours essayer quand même le Weibull par rapport au Cox. Faut pas croire que, voilà, quoi. Surtout que ça permet en post-estimation d'autres choses que le Cox peut pas faire. Mais dans tous les cas, il ressemble au truc habituel. Sauf que vous voyez qu'il y a quelque chose d'intéressant ici, c'est qu'on a le hasard à la baseline, là, le truc habituel que soit on le connaît parce qu'on a dit que c'était une loi une loi Weibull, soit on s'en fiche parce que c'est Cox. On a nos variables, des covariables indépendantes à la baseline, d'accord, avec leur effet, que j'appelle gamma ici. Après, désolé si vous n'avez pas les mêmes notations, mais ce n'est pas très grave. Et ensuite, en fait, vous voyez que l'idée, c'est d'injecter cette personne-là, la trajectoire réelle, dans le modèle, avec un paramètre, avec un alpha, qui représente le paramètre d'association entre les deux sous-modèles. Et ici, en fait, comment je l'ai injecté, puisqu'ici, c'est l'espérance, c'est littéralement, ça, c'est l'espérance de Y, en fait. Pour le sujet I autant J. En fait, j'injecte l'espérance, en fait. Ça veut dire qu'au moment où il n'est plus là, bah, je mets dans le modèle la moyenne estimée par le modèle de sa valeur de Y. Et en fait, on appelle ça la paramétrisation valeur actuelle, la current value, ils aiment bien dire comme ça. C'est l'une des paramétrisations, on dirait, la plus utilisée. Ce qui peut se passer, c'est souvent, c'est un traitement qui vous intéresse,
peut-être un traitement pour voir l'efficacité du traitement sur la survie ou je ne sais quoi. Et ce qui se passe, c'est que tu peux mettre, bien entendu, le traitement à la fois dans le modèle longitudinal et à la fois dans le modèle de survie, celui-là. Là. Donc, si tu as deux covariables, si des covariables sont dans les deux sous-modèles, type le traitement, donc, en fait, on peut obtenir l'effet global sur la survie. En fait, tu es obligé de combiner l'effet qui sera dans ce modèle-là, qui sera donc il sera là-dedans, d'accord? Et tu seras obligé, et il sera aussi là-dedans, en fait. Donc, on obtient les effets globaux sur la survie en combinant l'effet direct sur le biomarqueur longitudinal. Il ne faudra pas oublier de multiplier par alpha, plus l'effet direct sur la survie, qui sera là-dedans, en fait. Et je veux montrer un exemple comment on fait dans Stata. Oui, j'ai choisi oui, là, vous verrez, j'ai choisi Stata. Dans R, ils ont une tonne de trucs. C'est presque parce qu'ils ont trop de trucs que ça me saoule. Mais voilà. Et puis, on parle beaucoup trop de R dans le quartier. Je me suis dit, il y a des gens qui font Stata aussi. Donc, même si j'aime beaucoup R, mais voilà. Et surtout, il y a un truc vraiment bien qui est sympa dans Stata pour le coup. Et en fait, ce qui se passe, c'est que là, donc, c'est la current value specification, enfin paramétrisation. Mais en fait, on peut. Donc, ça veut dire que on lie les deux modèles en mettant la valeur actuelle, l'espérance de la valeur de Y dans le modèle. Quelque chose de tout à fait naturel, en fait. Mais on peut avoir d'autres structures d'association. On peut avoir ce qu'ils appellent le random effect association. Peut-être il y a des mots comme shared random effect ou des trucs un peu bizarres comme ça. Mais en gros, ça veut simplement dire que au lieu de mettre toute la moyenne, là, en fait, on met juste les deux effets aléatoires ou voire qu'un seul. C'est ça. Donc, la plupart du temps, quand ils parlent de ça, ils parlent juste de l'intercept. Mais en fait, tu peux aussi mettre le slope dans le modèle sous-modèle longitudinal. Donc, comme ça, ils partagent les effets aléatoires. Et comme ça, tu attrapes la corrélation entre les deux outcomes. On a aussi un truc qui est vachement intéressant aussi, qui a du sens, qui est le gradient of rate or rate of change association. En fait, c'est juste, on lie les deux modèles, on peut lier la pente, en fait, donc le slope, le taux de variation du biomarqueur directement dans la survie. Parce que comment dire, il faudrait, je l'ai pas, mais je vais voir si je peux, un truc, c'est en voyant que c'est assez simple à comprendre, en fait, mais pas forcément facile à expliquer, peut-être, je vais voir si je peux. Donc là, j'ai pas de stylet, donc ça va être à l'arrache. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que vous pouvez vous dire, vous pouvez vous dire, bon, il arrive là, et donc on va mettre, la valeur de y dans le modèle, on va mettre la valeur de y dans le modèle de survie. Ok, donc ça c'est le current value. Mais supposons qu'en fait quelqu'un, il arrive au même endroit, mais en fait il arrive avec une pente beaucoup plus grosse. Ah bien sûr, j'y arrive pas parce que je suis avec ma souris, mais il arrive avec une pente beaucoup plus grosse. Ok, vous pouvez vous dire que peut-être qu'il arrive tellement vite que lui, il a encore plus de chances de mourir, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, peut-être ce qui compte, c'est pas vraiment la valeur où tu arrives, c'est peut-être la pente où tu arrives, en fait. Vous voyez? Ou peut-être c'est les deux. Bon, il s'avère qu'on peut faire les deux si on a envie. Voilà. Bon, mais je dis tout de suite, le problème avec ces modèles pour moi, pour l'instant, j'ai tellement galéré, c'est tellement long, c'est juste un cauchemar. Mais en fait, on peut mettre les deux. Si on a envie de mettre la valeur actuelle plus la pente, voilà, ça a du sens. Mais on peut concevoir qu'en effet, la pente, ça a complètement du sens. Ils arrivent peut-être au même endroit, mais le mec qui arrive plus vite, peut-être que c'est plus dangereux pour lui, quoi. Ou moins dangereux, ça dépend du phénomène, j'en sais rien. D'accord? Donc j'espère que vous avez compris ce que veut dire le gradient rate of change association structure. Donc en gros, c'est juste la dérivée de la trajectoire par rapport au temps. Donc bien entendu, jamais on va commencer à calculer ça. Enfin, je sais pas, il y a des gens, ils sont très intelligents, ils ont créé des programmes, ils font ça pour nous. Hein. Nous juste, on appuie sur l'option, hein, pépère. Hein. Mais juste, on sait que ça existe. Après, pareil, ça aussi, pourquoi pas? En fait, on peut mettre le cumulative association structure. Et l'idée, c'est que cette fois-ci, au lieu en fait, on va agréger on va sommer toutes les valeurs de y qu'il y avait avant, en fait. Donc sommer, ça veut dire intégrer.
Et c'est peut-être en fait la somme de tous tes Y en fait qui joue le plus dans ta survie. Donc on intègre et comme ça on estime le paramètre alpha. S'il est significatif, c'est que c'était cool. Et là encore, on peut faire les trois, on peut en mettre qu'un, on peut faire ce que vous voulez. Mais dans tous les cas, préparez-vous à aller prendre beaucoup de café si vous avez beaucoup de variables, parce que c'est une galère. Ensuite, donc ça aussi, j'espère que vous saisissez l'idée. Pourquoi pas? Ça a du sens pour moi. Donc je vais vous voilà. Donc ça c'est pour moi c'est la théorie, hein, basta. Il y a sûrement, en fait il y a beaucoup, il y a d'autres choses. J'avoue il y a d'autres choses, mais j'ai juste pas osé parce que il y a d'autres choses. Mais voilà, c'est bon pour la théorie là. C'est l'idée on va dire. Donc donc là je vais illustrer avec une base extrêmement classique. Alors elle est partout. Surtout, voilà, vraiment, j'ai rien inventé, j'ai même beaucoup copié. C'est juste que là, moi, j'ai toujours la flemme de donner les références, ou peut-être je le dis un moment, de dire à qui, mais bon, voilà. Mais vous vous doutez bien que c'est pas moi qui ai inventé tout ça. Pour illustrer, on utilise une base de patients avec une cirrhose biliaire primitive. Ok. Donc, on a 312 patients atteints de cette chose. Ok, dans une certaine clinique. Il y a 158 sujets qui sont randomisés pour recevoir un traitement qu'ils appellent la D-pénicillamine et 154 pour recevoir un placebo. D'accord? Ok, donc pas de problème. On a un outcome de survie. Il s'avère qu'on a eu 140 décès. Ok. Et on a aussi une mesure Y qui est le bilirubine. Je ne sais pas trop ce que c'est, hein, mais vous savez sûrement, mais dites-vous que ça s'appelle Y, quoi. Et on a 1945 mesures répétées. Il s'avère que cette base, en fait, j'ai quand même utilisé R. Ce qui est drôle, c'est que, en fait, il y a un package qui s'appelle Merlin dans R, et je suis allé récupérer cette base dans ce package qui s'appelle Merlin. Et pour les utilisateurs de Stata, en fait, ah oui, ce qui se passe, c'est que vous pouvez avoir la présentation. Je ne sais pas comment on fait. Je vais voir si je peux mettre. Comment on fait pour. Voilà, je vais la mettre dans le. Voilà, j'ai mis le lien. Vous aurez la présentation. Vous pourrez la récupérer là si vous voulez, en espérant que ça marche. Hop. Donc, donc comme ça, vous pourrez cliquer sur le lien et en fait, vous aurez la base Stata. Mais en fait, bon, il y a d'autres façons de l'avoir. Pourquoi? Parce qu'en fait, le package Merlin, en fait, c'est juste un package qui a été copié-collé d'un. Ils appellent pas ça package dans Stata, mais peu importe, on va l'appeler package. D'un package Stata aussi qui a été créé par quelqu'un. Je vous donnerai son lien aussi. Et il s'appelle Merlin aussi, le package. Donc Merlin, ça fait vraiment genre le magicien. Et c'est un peu ça en fait. C'est littéralement magicien. Donc je sais qu'il y a les JM, buys et tous ces trucs-là. Hein. Enfin bon, j'ai regardé un peu tout ça, mais bon, voilà, le gars est trop compliqué. Enfin, c'est pas qu'il est. Enfin, pourquoi pas? J'ai juste choisi Merlin. Un autre jour, je vous ferai avec JM buy si vous voulez, mais là, j'ai choisi Merlin. Parce que voilà. Donc, mais en fait, c'est R, mais ça vient de Stata, pour le coup. Et j'ai vu qu'il y a beaucoup de choses qui sont sous R et qui ont été juste pompées de Stata. Où ils ont essayé. Mais en fait, ils font jamais mieux vraiment que Stata à la fin. Donc c'est pour ça. Voilà. Donc là, je vous montre la structure de la base. Là, elle est en R. Je ne sais pas trop pourquoi j'ai écrit en R. Peut-être parce qu'au début, je voulais le faire sur R et après, j'ai laissé tomber. Enfin, j'ai continué à laisser. J'ai laissé ça. Mais si vous allez la chercher sous R, vous aurez ça en fait. Plus quelques variables que j'ai créées. Donc, vous aurez les identifiants. Là, je vous en présente que 3. Vous avez le temps de survie. D'accord. Donc, il n'y a qu'un temps de survie par personne et ensuite, il n'y a plus rien. Donc, c'est du NA. Donc, c'est du manquant. Vous avez lui, il est mort et lui, il est censuré. OK. Et après, bon, c'est un factor, mais la variable, comment dire, opérationnelle, c'est le died, hein, 1 ou 0, on préfère tous. Après, vous avez la drogue, donc pénicilline ou placebo. Et après, ça aussi, il y en a qui n'aiment pas trop forcément travailler avec des facteurs. Des fois, la variable traitement 1,0, c'est mieux, ou la variable placebo 0,1. Ça dépend comment vous avez envie de paramétriser votre modèle. Je mets les deux. La variable sexe, qui est un facteur, l'âge à l'inclusion, et le temps qui passe.
le temps qui passe. Euh, et en fait, ici, c'est time bis. En fait, c'est le temps divisé par 2. Et ça, c'est un truc général. Bon, là, finalement, je ne vais pas trop l'utiliser, mais c'est quand même quelque chose que je veux dire. C'est un truc général si vous faites des modèles mixtes. Les modèles mixtes, et surtout avec les pentes aléatoires, c'est très susceptible à l'échelle de votre temps, en fait. Donc, parce que si vous demandez une pente aléatoire et qu'il essaie de vous calculer une variance, si l'échelle elle est trop grande, par exemple, votre temps il va de 1 an à 40 ans, la pente aléatoire, en fait, la variance, elle va être toute petite et l'ordi va avoir du mal à faire juste les calculs, en fait. C'est même pas que il y a un problème avec votre modèle, c'est que l'ordi, il a du mal, en fait. Juste, il n'aime pas, les valeurs sont trop petites, juste pour calculer. Donc souvent, ce qu'il faut faire, c'est juste rééchelonner le temps. Peut-être dire, en fait, je vais dire pour une augmentation de 2 ans ou pour une augmentation de 3 ans. Et tout d'un coup, c'est exactement le même modèle, mais en fait, ça converge. Et donc, c'est pour ça, là, j'avais créé TimeBis, c'est juste le temps divisé par 2. Mais bon, il s'avère que j'en ai pas eu besoin. Mais c'est juste, voilà, ça me permet de vous dire ça au cas où vous ne le saviez pas. Parce que je sais que beaucoup de gens, ils comprennent pas des fois pourquoi leur modèle converge. Et en fait, bah, hop, j'arrive, je leur échelonne juste les variables et en fait, ça converge. C'était pas un problème de leur modèle, c'est juste l'ordi qui a du mal à calculer. Et ensuite, on a le Y, c'est lui, en fait, le Y, le Billy, je sais pas quoi, là. Et ils le modélisent tous avec le log, en fait. Donc, je vais faire comme eux. Ils prennent tous le log. Voilà, ils ont leur raison, ça m'est égal. Ensuite, j'ai pris la valeur à l'inclusion aussi des deux. Donc, le Y, en fait, c'est le log B qu'on va utiliser. Parfait. Dans Stata, avec les mêmes données, bon, supposons que vous avez votre... Bon, moi, elle s'appelait PBC, enfin, peu importe, vous, elle s'appellera autre chose. Voilà, vous pouvez... J'ai pas tout mis, j'ai juste mis quelques... Voilà, on a à peu près la même... C'est la même structure. C'est exactement la même structure. Ça, c'est du Stata, rien de spécial. Ensuite, on va regarder un petit peu la trajectoire des réponses, une petite analyse, enfin, on va regarder descriptivement ce qui se passe en fonction du temps, donc pour les censurés et pour les morts. Sur la réponse, souvenez-vous, c'est log B. Donc là, oui, bon, bah, on dirait qu'avec le temps, qu'on soit mort ou pas, qu'on soit mort ou censuré, pardon, bah, le Y, il augmente avec le temps, on dirait, voilà, clairement. Maintenant, ce qui se passe, c'est que j'ai vu qu'il y avait un autre graphique intéressant à faire quand on a ce genre de données, c'est de faire le graphique où en abscisse, on met le temps avant la mort. Donc, vous faites votre data management, vous débrouillez, mais vous faites la même chose, mais ici, ce sera le temps avant la mort. Ça veut dire que le 0, ici, c'est le gars, il est mort ou il est censuré. Et vous regardez la dynamique de la réponse. D'accord? Parce qu'en fait, ça va vous donner une idée, littéralement, de s'il y a une association entre la mort et le Y. Et en fait, là, on peut mieux le voir. On voit qu'en effet, globalement, en fait, il y a une tendance générale à la hausse, en fait. J'interprète donc celui-là. Et en fait, beaucoup plus marqué chez les patients décédés que ceux qui sont censurés. J'ai dit beaucoup plus, bon. Donc, en gros, on dirait que les Y, ils ont l'air beaucoup plus hauts quand on va mourir que quand on va être censuré. J'espère que vous le voyez bien. Donc ça, en fait, ça indique une association positive entre la réponse longitudinale et la durée avant le décès. D'accord? Donc ça indique aussi que oui, ça peut être intéressant de le modéliser conjointement. Donc un niveau plus élevé du biomarqueur semble être associé à la durée avant le décès, en fait. D'accord? D'après ce graphique. OK? Bon, si j'arrive à le retrouver. Voilà. D'accord? Donc toujours essayer de faire ça si vous avez ce genre de données. Après, je ne sais pas si c'est la même chose, mais j'ai fait un Kaplan-Meier et j'ai pris le Y à l'inclusion, d'accord? Donc j'ai juste mis les terciles. C'est les terciles. Donc, bah, au temps 0, ils sont 100%, ils sont tous là. Il n'y a pas de souci. Et j'ai mis la valeur à l'inclusion du Y. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit bien que ceux qui meurent le plus vite,
c'est ceux qui ont un Y qui est grand déjà à l'inclusion. D'accord? Et comme on sait de toute façon qu'il y a une corrélation positive du Y, pour moi, hein, peut-être je me trompe, mais en fait, je comprenais encore mieux ça. Pourquoi en fait, c'est des gens qui ont des Y hauts qui ont l'air de mourir en fait. Enfin, l'association entre avoir des Y hauts et mourir. Parce qu'il y avait déjà une association aussi avec le Y de l'inclusion et mourir en fait. Et à cause de la corrélation positive des données, je m'y attendais. Je m'attends à ce qui se passe. Donc, bon, ça, c'est juste un Kaplan-Meier de base où j'ai mis le Y comme une variable explicative de Y à la baseline. OK. Et il y a un autre souci aussi, c'est que là, par exemple, je montre 16 sujets et l'effet du temps, on voit bien aussi que l'effet n'est pas forcément linéaire. D'accord? Donc, dans le modèle conjoint, ce serait bien qu'on puisse être flexible et pas forcément mettre le temps en continu. Peut-être demander, je ne sais pas, ce qu'ils appellent restricted cubic spleen ou fractional polynomial, des choses juste pour dire je veux être le moins contraignant possible, parce qu'on voit bien que là, juste pour ça aussi, hein, je l'ai trouvé quelque part, sauf que je l'ai réarrangé à ma sauce parce que, comme d'hab, j'aime jamais ce que je vois. Mais c'est pas moi qui l'ai inventé. Je sais plus, ça doit être un grec, je sais plus comment il s'appelle. Et, et en effet, j'ai littéralement repris les mêmes gens qui l'avaient choisi. Et en effet, on voit bien ils n'ont pas forcément tous le même. L'effet du temps, il n'est pas linéaire, clairement. Et donc, voilà, on peut le mettre linéaire, mais ce sera une grosse approximation, on va dire. Très bien. Et vous allez voir que Merlin, en fait, il permet de faire ça. Enfin, Merlin de Stata permet. Donc, OK. Donc, là, par exemple, je suis dans R et j'utilise la librairie Survival. D'accord? Et dans la librairie Survival, je peux faire le Cox Model et je peux faire le Viable Model. D'accord? Donc là, je vais tout doucement. Donc là, c'est du R. Donc, OK. En fait, vous ne voyez pas. C'est du R, c'est juste que dans R, comme c'est tellement moche la sortie que. En fait, c'est pas. Non, c'est pas. Non, c'est tellement qu'on peut faire des belles sorties après que c'est pour ça que vous ne voyez pas que c'est du R. C'est plutôt comme ça que je devrais dire. Voilà. Donc, là, ce que je vois, c'est que le Cox Model, il me donne que. Bon, il y a un peu plus de chances de mourir, enfin on meurt un peu plus vite avec le placebo, mais ce n'est pas significatif. Mais vous voyez, quand j'utilise le modèle paramétrique, j'ai exactement le même effet. Quand il n'y a pas d'effet homme-femme dans les deux modèles, il y a un effet de l'âge, ok, très bien, dans les deux modèles. De l'âge à l'inclusion, hein, on est à l'inclusion, bien sûr. Et ici, j'ai pris le bilirine à l'inclusion aussi. Et bon, et je vois que c'est essentiellement la même chose. Ici, c'est juste pour montrer qu'un modèle de Cox, donc il est semi-paramétrique, donc il a ses qualités et tout, mais le modèle de Weibull, il donne les mêmes résultats, les mêmes inférences, tout pareil en fait. Et si je dis ça en fait, c'est parce que il se passe que pour le Merlin que je vais utiliser, enfin pour le modèle conjoint que je vais utiliser, je ne peux mettre qu'un modèle paramétrique. Par exemple, je sais que le grec, là, le JMBase et tout ça, eux, ils peuvent mettre des Cox. Donc bravo à eux. Je ne sais pas comment ils font, j'avoue. Mais moi, parce que j'utilise le maximum de vraisemblance. Donc, je ne sais pas trop comment il fait, le gars. Mais dans tous les cas, avec le Weibull, j'y arrive. J'utilise le maximum de vraisemblance et puis j'ai mon modèle paramétrique tranquille. Enfin, j'ai mon modèle conjoint, quoi. Donc, lui, il y arrive. Je ne suis pas rentré trop dans le détail dans comment il fait, mais il y arrive. Donc, ce que je vous propose, si vous voulez mettre un modèle de Cox dans votre sous-modèle de survie, c'est mort. Du moins, pour l'instant, il ne l'a pas implémenté dans Merlin. Mais voilà. Mais ce que j'essaie de dire, c'est qu'en fait, de toute façon, ils donnent la même chose, les deux modèles. Donc, en fait, on s'en fiche. Voilà. OK, donc dans Stata, pour ceux qui ne connaissent pas, j'essaie aussi de vous, si je peux vous faire changer de bord avec plaisir. Dans Stata, en fait, on dit à Stata qu'on on a des données longitudinales. Donc, on dit le temps de survie ou le temps de mort, je ne sais pas, peu importe comment on l'appelle, et la variable qui nous dit si on est censuré ou pas. Après, il nous raconte sa vie, et puis c'est tout. Donc, on est content, personne ne lit ce qui se passe ici, généralement, sauf si, oh, il y a écrit probable erreur, mais en fait, il n'y a pas de problème, c'est juste que
il y a plein de valeurs manquantes, mais je sais qu'elles sont manquantes, il n'y a aucun souci. Ensuite, si je fais un STCox, enfin, si je fais un modèle de Cox dans Stata, c'est simple, j'ai pas de librairie survival, je sais pas quoi, tout est déjà intégré, tout est bien tuné. Voilà, on paye Stata, les gars, ils ont ça, quoi. C'est propre et c'est bien propre. STCox, voilà, tu as une variable catégorielle, tu lui mets un i. Tu as une autre variable catégorielle, tu lui mets un i pour dire que c'est catégoriel. L'âge à l'inclusion et l'âge et le y de l'inclusion. Et après, il te fait une sortie tout à fait cohérente avec la log vraisemblance, combien il y a eu de morts, voilà, combien il y a de personnes, le test global. Il te donne le hazard ratio, l'effet homme-femme aussi, et puis tout ça. Donc en gros, là, c'est le même modèle que R. Donc ça déjà, au moins on est content, R et Stata disent exactement la même chose. Ensuite, ce qui est bien avec Stata, c'est que peut-être aussi qu'avec R aussi, mais souvent il faut aller chercher un autre package à droite, à gauche et tout. Je sais que je parle d'autre chose, hein, mais souvent je fais ça. Je sais qu'on n'est pas, mais c'est pas très grave. Donc, ce qui est bien, c'est que Stata, par exemple, ils sont très cohérents. Ils ont de la post-estimation pour tout, et juste tu lis la doc et tu as ta post-estimation. Par exemple, je lui dis, bon, après ce modèle, s'il te plaît, tu vas me faire, tu vas me donner, tu vas m'estimer la survie pour la drogue, pour les deux drogues, donc en fait les placebos et les traitements, pour quelqu'un, pour deux personnes qui auraient 30 ans à l'inclusion et 50 ans à l'inclusion. Et après, je lui raconte un peu, je lui fais quelques options. Et après, il me sort ce graphique-là pour me... Voilà, c'est le modèle. C'est littéralement les graphiques qui sont liés au modèle. Ça veut dire que ça, c'est ajusté, c'est toutes choses égales par ailleurs par rapport par rapport au sexe et à l'âge. Donc, ça veut dire que la distribution du sexe et j'ai dit l'âge, oui. Non, ouais, par rapport au sexe, à l'âge et à la valeur du Y à l'inclusion. Ça veut dire que la distribution de l'âge, la distribution de sexe et la distribution du Y à l'inclusion est la même dans les 4 groupes. Donc, c'est littéralement ajusté, en fait. Donc, bon, on voit bien ici l'effet d'âge. Bah, en fait, oui, enfin, je suis bête, c'est pas la distribution d'âge. J'ai demandé à âge égal à 30 et 50. Donc, on voit bien l'effet d'âge, les 30 et 50, et on voit bien aussi qu'il n'y a pas trop d'effet du traitement. Voilà, on voit bien. Très bien. Mais là, j'ai demandé survival. Mais ce qui est bien, c'est que si vous regardez ça et que vous avez bon oeil et que vous faites ça depuis tellement longtemps que vous arrivez même à voir les risques, les hasards, vous voyez par exemple qu'on a l'air d'avoir beaucoup plus de risques à la fin parce qu'il y a des plus grosses chutes, vous voyez. Voilà, quand vous avez l'œil et que vous faites ça tous les jours, en fait, eux, ils le voient trop bien. En fait, on peut, au lieu de mettre survival ici, demander à Stata hazard. Et donc, au lieu de vous mettre la survie, il va vous mettre le hasard, en fait, en fonction du temps. Et bim, il vous montre que le hasard, comment il augmente dans le temps. Et il vous montre bien que c'est par là que ça augmente, et ça augmente encore plus chez les plus de 30 ans, enfin, chez les plus de 50 ans, etc. Donc, en fait, et là, voilà, il y a d'autres choses comme ça. Donc là, c'est vraiment juste pour un peu vendre un peu Stata, juste sur un modèle ultra simple. Vous allez me dire, ça se trouve, vous savez très bien le faire sous R, il n'y a pas de souci. Mais bon, mais j'espère que vous n'utilisez qu'un seul package. Moi, j'ai pas eu besoin d'appeler 5 packages pour faire ça. C'est juste une commande, puis une autre juste derrière. Et ils se comprennent tout de suite, en fait. Voilà. Ensuite, avec streg, dans Stata, c'est si je veux faire les modèles paramétriques. Okay, il y a stcox pour cox, et streg, c'est les régressions paramétriques de survie. Et c'est là où, par exemple, je peux demander simplement ma distribution de Weibull. Et bon, là, je vais passer très vite. On a exactement les mêmes valeurs que dans R. D'ailleurs, il y a écrit hazard ratio parce que c'est un Weibull pH régression. Il y a un truc où j'ai menti. Ça, là, pour les avoir, dans R, en fait, c'est faux. Il faut que, en fait, tu n'as jamais ça tout de suite, parce que dans R, il te les met en AFT paramétrisation, et donc tu dois faire un petit calcul magique pour les retrouver en hazard ratio. Si vous voyez, voilà, je ne sais pas si vous voyez de quoi ce dont je veux parler, mais c'est juste super chiant. Alors que dans Stata, en fait, par défaut, le Weibull, il peut être soit en pH, soit en AF, en accelerated failure rate, accelerated failure time. Donc, vous pouvez demander les deux paramétrisations. Et moi, j'ai demandé la paramétrisation hazard ratio. Après, on a les deux paramètres
du Weibull, on s'en moque, on va pas trop. Ils ont un sens, c'est tout. C'est juste que là, j'ai complètement oublié. Mais vous allez sur Wikipédia et vous allez comprendre le sens. C'est pas très grave. Ça dit quelque chose sur le hasard, ces trucs-là. C'est juste que j'ai complètement oublié ce que ça veut dire. Mais c'est les deux paramètres du Weibull. Maintenant, continuons, parce qu'en fait, là, il y a quand même. Je vous amène quelque part. Ce qui se passe, c'est que dans SAS, et pas que dans SAS, dans R aussi, hein, ou même dans le monde des stats, il y a un truc qui s'appelle les équations, en français, bon, je ne sais plus, mais c'est Structural Equation Model. D'accord? Et on a même Generalized Structural Equation Model. Et depuis un certain temps, Stata, ils l'ont. Depuis 2014, c'est bon, ils l'ont. C'est un peu le truc des sociologues, ils sont sur leur tableau à faire des flèches partout, des erreurs partout, à dire que tout est lié. C'est pour s'amuser à faire les modèles les plus compliqués du monde. En gros, tout ce qu'on fait, même le modèle linéaire le plus simple, même un modèle mixte, même un modèle de Weibull, en fait, c'est juste un cas particulier de Generalized Structural Equation Model. Tout est Generalized Structural Equation Model. Juste un moment, je ne le savais pas, mais maintenant, je le sais. Donc, et Stata, ils ont une commande juste officielle pour faire ça, d'accord? Donc, si en gros, voilà, c'est un peu, tu prends un marteau pour tuer une mouche, mais si tu as envie de faire un modèle de Weibull avec un GESEM, tu peux dans Stata. Tu dis juste GESEM et tu lui dis, tu lui parles comme ça. Voilà, il y a une petite flèche un peu bizarre qui n'a rien à voir avec la flèche de R, mais peu importe. Voilà, tu lui parles comme ça. Et il va te faire le modèle de Weibull. Mais il te met les coefficients. Donc, comme c'est pas fait pour, il faut que tu lui redemandes quelque chose après. Tu lui dis, tu veux les exponentielles formes. Tu veux les exponentielles et il te remet les hazard ratios. D'accord. OK. Maintenant, où je vais en venir, c'est que si donc on a le modèle mixte, qui est un cas particulier du GSEM, d'accord? On a le modèle de Weibull, qui est un cas particulier aussi du GSEM. Et comme le GSEM, il peut prendre plusieurs équations, en fait, on peut faire un modèle joint avec un GSEM. Donc si en gros, dans R, je crois que c'est Lavan, ou il y a des packages, où tu peux faire du Structural Equation Modeling, théoriquement, tu peux faire des modèles joints. C'est parce qu'en fait, c'est le truc le plus large possible, en fait. Tu peux le faire. Donc, où je veux en venir, c'est que maintenant, dans Stata, on a le modèle mixte. Le bon vieux modèle mixte que les gens de Stata ils utilisent, c'est la commande mixte. Donc, la commande mixte, on lui met la variable longitudinale et on lui met les variables qu'on veut. Donc, ici, j'ai juste mis le traitement et le temps. D'accord? Plus, ça c'est la syntaxe Stata, c'est pas très grave si vous ne comprenez pas, c'est je lui demande un effet aléatoire, l'intercept aléatoire, c'est les identifiants, et je lui demande la pente aléatoire, le temps. Et je veux maximum de vraisemblance, et je veux que la corrélation entre les deux effets aléatoires, elle soit non structurée, unstructured. Donc comme ça, ici, j'ai mon modèle mixte, j'ai mes effets fixes, ici, et j'ai mes effets aléatoires. D'accord? Donc, j'ai ma corrélation entre les deux effets aléatoires. Ici, j'ai en termes de standard d'écart type, mais bon, si vous prenez au carré, vous avez des variances. Et gratuitement, vous avez le test pour savoir si ce modèle mixte, il est mieux, enfin essentiellement, pour faire simple, il est mieux que le modèle linéaire simple. Voilà, vous avez le test du rapport de vraisemblance cadeau. Donc ça, c'est le bon vieux LME4 ou de R, quoi. Rien de spécial, ou LMER, ou je ne sais pas ce que vous utilisez, il y en a tellement. Il y en a au moins deux, c'est la même chose. Ils vont donner les mêmes résultats, donc voilà. OK, mais ce qui est fou, donc comme je disais, ce modèle mixte n'est qu'un cas particulier de GSEM. D'accord? Donc, en fait, je peux faire un modèle mixte avec un GSEM. Donc, et le code, il est comme ça. Sauf que là, en fait, je parle un peu aux utilisateurs de Stata. Parce que s'ils veulent utiliser ça, s'ils voient le potentiel, il faut qu'ils comprennent. C'est pas les notations sont un peu bizarres. Donc on fait pareil. On dit qu'on va modéliser la trajectoire, enfin les données longitudinales, notre Y, l'effet du traitement, le temps. Ici j'ai mis un C point pour dire que c'est une variable continue, mais j'étais pas obligé, il l'aurait fait quand même.
Et ensuite, pour les effets aléatoires, dans le GESEM, c'est pas comme les deux barres là. Il faut lui mettre en fait une lettre majuscule. Et je sais pas, historiquement, dans tout leur aide, ils mettent un M. Mais en fait, vous n'êtes pas obligé de mettre un M. Mais faites comme eux, vous mettez M1, bracket, ID, @1. Ça veut simplement dire que vous fixez le paramètre, vous fixez le bêta à 1 en fait. Vous voulez pas, en fait, vous voulez pas l'effet de cette variable. C'est ça, c'est juste ce que ça veut dire. C'est que c'est une contrainte, voilà, c'est une contrainte. Vous contraignez ce paramètre, l'effet de cette variable, à être égal à 1, et en fait, ça va devenir un effet aléatoire. Et après, pour avoir l'effet aléatoire de la pente, enfin, la pente aléatoire, dans Stata, c'est un hashtag, juste hashtag. Okay, hashtag, et comme c'est un deuxième effet aléatoire, vous l'appelez M2. C'est très important. Et après, comme c'est generalized, vous dites, la famille que je vais utiliser, c'est pas logistique, c'est pas Bernoulli, c'est pas Poisson, non, c'est gaussienne. Et le lien que je vais utiliser, c'est le lien identité. C'est pas le lien log ou des choses comme ça, ok. Comme ça, en fait, vous faites un modèle mixte, exactement comme tout à l'heure. Et ici, vous dites juste, par exemple, que vous voulez pas de corrélation entre les effets aléatoires. Vous voulez que donc ce soit juste diagonal. Ok. Voilà. Et avec ça, vous avez le random intercept. En fait, c'est complètement faux ce que j'ai écrit. En fait, ici, il y a un random intercept plus une pente aléatoire, sauf que j'ai mis sans corrélation entre les effets aléatoires. Et c'est la même chose ici, sauf que je demande une corrélation entre les effets aléatoires. Tout est pareil. OK. Et après, dans les modèles, il vous dit que vous avez fait un modèle Generalized Structural Equation Model, la famille gaussienne, le lien identité. Et en fait, si vous regardez, les contraintes ici, elles sont égales à 1, et vous avez les variances de vos effets aléatoires. Et vous avez la variance de l'erreur résiduelle. D'accord? Exactement. Et si vous regardez, on ne va pas regarder parce qu'on voilà, n'a pas le temps, c'est les mêmes choses que le modèle mixte. C'est la même chose que le LMER, c'est tout pareil. Sauf que je suis dans le cadre de Structural Equation Modeling. OK. Et dans le modèle 2, et là, si vous regardez, j'ai demandé qu'il n'y ait pas de corrélation entre les effets aléatoires. Dans le modèle 2, je demande qu'il y ait une corrélation, donc j'ai une covariance entre les effets aléatoires. Donc là, je suis à l'échelle des covariances. Tout à l'heure, j'étais à l'échelle des corrélations. Peu importe, au pire, on prend sa calculette. C'est juste que je n'ai pas réussi à me remettre à l'échelle des corrélations. Je n'ai pas envie de lire l'aide pendant 3 heures. Mais on a les mêmes modèles que tout à l'heure. À la fin, on voit que bon, il n'y a pas d'effet. À la rigueur, je ne parle même pas des effets des modèles parce qu'en fait, on s'en fiche complètement. C'est juste, on s'en fiche. Bon, il n'y a pas d'effet du traitement, mais c'est pas ça la question. Mais bien sûr, il y a un effet du temps. Et l'effet du temps ici, il est linéaire. On sait que c'est douteux, mais on s'en fiche aussi en fait. Ok. Donc, ok, on a le modèle mixte qui peut être un GSEM, le modèle de Weibull qui peut être un GSEM. Et c'est là qu'en fait intervient Merlin. C'est là qu'intervient Merlin. Ah, non, c'est pas grave. C'est là qu'intervient Merlin. Et en fait, Merlin, il utilise. Donc, c'est un package qui a été créé par quelqu'un. D'accord? Mais en fait, il utilise manifestement les trucs officiels de Stata pour créer son package. Parce qu'il utilise exactement les mêmes syntaxes que le GSEM officiel. C'est pour ça que j'ai pris un peu de temps sur ça. Parce que maintenant, dans Merlin, vous lui dites je veux mon sous-modèle longitudinal avec un intercept aléatoire. Et je veux mon sous-modèle, comment il s'appelle, de survie, où je vais mettre juste l'effet du traitement. Ici, j'ai mis l'effet du placebo, mais c'est pareil. L'âge, et là, expected value log B. Et ça, en fait, c'est la current value association. D'accord? Et je lui dis la famille Weibull, et censure, c'est died. Oui, non. Et c'est là que deviennent les trucs importants. On ne croit pas, mais selon où on est, en fait, c'est ça le plus important du business. Ici, je l'ai dit, en fait, c'est les méthodes d'intégration des modèles qui comptent le plus, que ce soit tu utilises le truc du grec ou pas. En fait, c'est ça. Parce qu'ils font tous, ils savent faire, mais ce qui compte, c'est comment quelle méthode d'optimisation ils ont utilisée. Parce que c'est super important parce que ça peut tout changer sur les résultats. Donc, premièrement,
Je n'ai pas peur de dire que Stata, pour moi, voilà, ils ont toutes les meilleures méthodes. Voilà, parce que je pense qu'ils payent les statisticiens pour le faire. Donc, en termes de méthode d'intégration, là, c'est MV Germit, c'est adaptative, je sais pas quoi, là. Ils ont réussi, ils ont le bon. Donc, vous pouvez regarder ce que vous avez dans R. Souvent, ils appellent pas ça int méthode, mais ils appellent ça autre chose, je sais plus quoi. Mais regardez bien ce que vous avez. Si vous voyez des trucs juste, si vous avez pas si vous voyez juste Germit déjà, ça va être moins bien que MVA Germit. Ça, je vous l'annonce. Le nombre de points d'intégration aussi. Plus il est haut, mieux c'est. Donc regardez toujours aussi par défaut combien le logiciel il vous donne. Parce que des fois, il va vous donner 2, parce que comme ça ira plus vite. Mais en fait, les estimations, elles sont bidons après. Maintenant, le problème, c'est que c'est pas gratuit. Si genre tu mets 20, j'y suis pour toute la matinée, quoi. Donc, par défaut, il fait 7. Et aussi, il y a la technique d'intégration. Parce que ça, c'est la méthode. En fait, pardon. En fait, non. Ça, c'est la technique d'optimisation. Ça, c'est la méthode pour intégrer, en fait. Parce qu'il y a une histoire, il faut que vous intégriez les variables aléatoires, les effets aléatoires. Donc, vous avez besoin de techniques d'intégration. Mais ici, c'est les techniques d'optimisation en rapport avec le maximum de vraisemblance. Et ici, c'est la Newton-Raphson. Et la Newton-Raphson, c'est ce que vous voulez voir. Maintenant, R, ils ont leur truc à eux avec Optim, il faut regarder. Mais pour moi, de ce que j'ai vu, pour moi, Stata, NR, Newton-Raphson, c'est toujours le meilleur truc. Si je dois faire un truc, c'est Newton-Raphson, toujours. Bon, donc en gros, ces petits trucs-là tout simples, c'est ça qui fait les diffs et c'est ça qui peut changer les résultats beaucoup en fait. Quand par exemple on dit que si par exemple vous comparez deux packages, en fait souvent vous croyez que vous les comparez, mais vous les comparez pas. C'est juste qu'ils font pas exactement ce que ils font pas la même chose en fait. Ils ont pas la même technique d'optimisation, ils ont pas la même technique, les méthodes d'intégration. Donc en fait vous les comparez pas vraiment. Donc voilà. Ok. Donc ça c'est la current value. Ok, j'ai mis longtemps pour ça, mais en fait, après, ça va aller vite fait. Si vous voulez le random effect value, c'est simple. Tout ce qu'il suffit de mettre, au lieu de expected value, la log B, vous mettez M1 ID. Et comme ça, c'est le random effect association. Ça, il faut revoir, vous reverrez comment j'ai défini ça bien avant. Et tout est pareil. Ensuite, si vous voulez la cumulative association, vous mettez juste IV, parce qu'il va intégrer l'expected value, en fait, ça veut dire intégrer. Donc, il va sommer, quoi. Voilà. Et ensuite, Merlin, il fait son truc. Il te donne donc l'effet du temps. Voilà. L'effet longitudinal. Les résidus, pardon, excusez-moi. L'erreur résiduelle, OK. Vous avez l'effet du traitement sur la survie, l'effet de l'âge à l'inclusion sur la survie. Et ici, vous avez le alpha. Le fameux alpha qui représente le paramètre d'association. Et là, il est grand. Il est grand et il est positif. Donc, ça montre ce qu'on avait, et ça s'en a dit tout à l'heure, c'est que des gens qui ont des valeurs hautes du Y ont tendance à mourir. D'accord donc, voilà. Donc, les deux sont liés et c'est significatif. Voilà. Et après, toutes ces choses-là, c'est en rapport avec la Weibull, vous tracassez pas. Et ici, vous avez l'écart type, ou peu importe ici c'est en termes d'écart type, mais c'est l'écart type de l'effet aléatoire. En fait, bon, je vais parler en termes de variance. C'est la variance intersujet, quoi. D'accord? Mais en écart type. Donc, vous mettez au carré, vous avez la variance intersujet. OK, donc ça, c'est la current value. Maintenant, la random effect association. Et là, c'est très intéressant parce que ça, en fait, on s'y attend pas. Mais souvent, on réalise qu'en fait, ces deux modèles sont équivalents. Quand vous mettez juste un random intercept, que vous mettiez la current value association ou la random effect association, ça vous donne exactement la même chose. Donc ça, je ne savais pas que ça allait faire ça, mais maintenant je le sais. D'accord? Donc c'est toujours intéressant de savoir quand est-ce que les modèles sont équivalents. Pour le coup, current value ou random effect association, c'est la même chose. Et c'est pour ça qu'en effet, quand je lisais beaucoup shared random effect. Parce qu'en fait, ils parlent comme ça, mais en fait, ils veulent dire current value association, c'est pareil pour eux. Parce qu'en fait, ils n'ajoutent pas d'effet aléatoire de slope, en fait. C'est tout. D'accord? Donc voilà. Et après, vous avez la cumulative association.
Ou voilà, voilà, elle est là. Ah bon, elle est significative aussi. Mais comme, souvenez-vous de mon dessin, ça demande. Non, c'est pas le même dessin que tout à l'heure. Là, ça cumule toutes les valeurs de ton Y d'avant et ça regarde si ça a un lien. Et il dit que oui, il y a un petit lien. Mais bon, dans tous les cas, vous avez quand même un log likelihood ici, une vraisemblance. Donc ça veut dire que vous pouvez toujours faire des tests de rapport de vraisemblance pour savoir lequel est le meilleur. Et là, c'est la current value qui est meilleure que la cumulative de toute façon, d'accord? Donc là, s'il fallait que je choisisse entre ces deux modèles, hein, qui sont absolument pas les meilleurs parce que c'est des modèles basiques là, je prendrais la current value. Ok. Donc ça, c'est Merlin. Merlin, donc, qui utilise, on dirait pas comme ça, mais caché derrière, il y a clairement un GSEM en fait, un GSEM. Ensuite, dans Merlin, on peut aussi lui demander un random slope avec current value association. Et vous avez vu, il parle exactement comme le GSEM de Stata. Donc, hop, le @1 là, et le hashtag M2. Et après, Gaussian. Et là, c'est très important. Ça met des fois très long, mais il faut lui dire time var. Lui dire c'est quoi la variable temps, en fait, dans votre modèle. Il faut absolument lui dire. Peut-être dans les... dans GM Buys aussi, peut-être faut lui dire, j'en sais rien, mais dans ça là, il faut absolument lui dire, enfin, pas absolument, mais j'ai remarqué, si tu le dis pas, ça peut changer les résultats. Donc je me suis dit, bon, mieux vaut lui mettre tout le temps, euh, et ça va d'autant plus changer les résultats si par exemple tu fais une fonction du temps spéciale. Donc il faut absolument qu'il sache c'est quoi le temps en fait. Sinon il va être en galère, il va te sortir n'importe quoi. Et après c'est pareil, vous mettez EV, expected value, et là j'ai donc une pente aléatoire en plus. Et là, vous avez voilà, le EV, il est aussi significatif ici, c'est la current value. Et j'ai mis, ah oui, et j'ai mis covariance unstructured. Donc j'ai une corrélation entre les deux effets aléatoires à 0,43. Donc ça veut dire que essentiellement, ceux qui partent d'un Y assez haut, ils ont aussi une pente qui est plus forte. D'accord? Et donc ils meurent aussi plus vite. Voilà, d'accord? Donc c'est littéralement ce que ça veut dire pour moi, hein, sauf si j'ai mal compris tout ça. Et maintenant, il y a ça. En fait, ce qui se passe avec... il faut estimer la variance de ces effets aléatoires. Le problème, c'est que comment il part, il y va au pif. Il prend un nombre entre 0 et 1, il y va au pif, ou même peut-être il commence à 0. Et le problème, c'est qu'avec la méthode d'optimisation de Newton-Raphson, souvent tu peux être bloqué quelque part et ne jamais converger. Donc si tu as une idée d'à peu près ça va être quoi, les variances, là, tu peux lui ajouter. Tu lui dis, bon, je pense que commence à estimer à partir d'une variance à 1 pour l'intercept aléatoire, et pour la pente aléatoire, tu mets 0,1. Et en fait, tu verras que tu convergeras, tu vas réussir à converger, alors que si tu ne le fais pas, tu ne converges pas. D'accord? Finalement, c'est plus robuste de faire ça que de changer l'échelle du temps, de diviser par 2 ou quelque chose comme ça. Le mieux, c'est juste, si tu t'approches le mieux possible de la variance, là, tu vas converger, en fait. Donc, parce que sinon, il choisit, il part de 0 peut-être, et souvent, il peut se caler quelque part où c'est pas concave, ou c'est concave, justement. Et quand c'est concave, bah, il n'y a pas de max, en fait. C'est un peu galère. C'est super chiant. Donc, euh, donc maintenant, random effect association. Et là, moi, là, c'est exactement la même chose que tout à l'heure, sauf que j'ai ajouté M1 ID dans le sous-modèle de survie et M2 ID. Donc comme ça, j'ai mes shared parameters, shared random effect, et j'en ai deux cette fois-ci. D'accord? Et cette fois-ci, on réalise que c'est pas équivalent à celui-là, comme tout à l'heure. C'est plus équivalent. Là encore, bah, la log likelihood elle est plus petite, elle est plus grande, pardon, donc on dirait qu'il fait un meilleur job. Maintenant, on pourrait faire un test formel de test de vraisemblance. C'est pas très dur à faire, même à la main, si on a envie, voilà, mais on va pas le faire. Mais dans Stata, c'est genre super facile. OK, ça c'est pour le random effect association dans Merlin, avec un slope aléatoire. Et si vous voulez le cumulative association, c'est le i ici. Toujours pareil, tout pareil. J'ai juste rajouté un slope aléatoire. Voilà. Et là aussi, il est significatif, mais l'effet, il a l'air petit. Maintenant, vous allez me dire, il me manque cette histoire de la dérivée par rapport au temps.
ici, ça ne pouvait pas converger pour des raisons évidentes. Je ne vais même pas rentrer dedans parce que ça perd du temps pour rien. Donc, c'est normal que ça n'avait pas de sens que je demande ça. Mais en revanche, étrangement, si maintenant je change, oui, parce qu'en fait, ce qu'on peut demander dans le modèle longitudinal, on n'est pas obligé de lui mettre le temps comme ça. Là, par exemple, je lui demande un fractional polynomial. Donc ici, j'ai juste mis degré 1. Mais en fait, degré 1, enfin, de ce que j'ai compris, c'est comme si je faisais rien, en fait. Mais pour une raison qui m'échappe complètement, mais je pense que son Merlin, il n'est pas complètement encore mature à 100%. Donc, on va lui lâcher du lest. Je pense que ça fait depuis 2019 qu'il existe le truc et il l'améliore de jour en jour. Mais donc, là, en fait, je fais un fractional polynomial et je demande degré 1. En fait, c'est comme si je mettais juste le temps, en fait, pour moi. Donc, je fais rien. Mais quand je fais ça avec ça, ça marche pas, en fait. J'arrive pas à mettre la dérivée par rapport à la dérivée. Mais avec celui-là, je mets la dérivée, il veut bien. Donc bon, soit. Mais ce que j'essaie de dire surtout, c'est que vous n'êtes pas obligé de mettre un fractional polynomial de degré 1. Vous pouvez mettre d'autres choses. C'est-à-dire que vous pouvez être plus flexible sur votre effet du temps. Et c'est ça qui est vachement bien aussi dans Merlin. Et comme généralement, l'effet du temps, peut-être, il est juste là parce que vous le voulez le mieux possible pour pouvoir avoir vos variables sur la survie. Donc, vous faites que, voilà, c'est très flexible. Donc là, j'ai demandé un fractional polynomial pour l'effet fixe et un fractional polynomial aussi pour l'effet aléatoire. Voilà, pour une pente aléatoire. Mais moi, pour moi, je n'ai rien fait. Je ne vois pas la diff forcément avec ça. En fait, mais ce qui est drôle, c'est que oui, mais en même temps, c'est pas le même modèle. C'est pas le même modèle. Donc en fait, on ne peut pas les comparer. Parce qu'ici, c'est pas le même modèle. Quoique, attendez, parce que là, c'est 0,175. Il y a quelque chose qui m'échappe. Il faudra peut-être que je regarde bien la définition de fractional polynomial. C'est peut-être moi qui ne comprend pas forcément ce que veut dire un FP, peut-être. Mais dans tous les cas, pardon, là, voilà. Donc, je suis dans le gradient association, et maintenant, j'ai mon gradient là, le dessin que je vous ai fait. Donc, ça veut dire que, en fait, ce qui joue, c'est aussi comment la pente que tu avais, en fait, quand tu arrives. C'est pas juste la valeur moyenne où tu arrives, c'est aussi la pente. C'est la dérivée par rapport au temps, là. D'accord? C'est significatif aussi. Après, vous pouvez regarder la log likelihood, mais elle ne fait pas mieux que celui d'avant. Bon, je me perds là complètement. Voilà, gradient, excusez-moi. Hein. Et maintenant, donc je ne vous ai pas parlé de ce que j'ai mis dans les modèles, hein, parce que ce n'est pas le but. Vous mettrez ce que vous voulez. Sachez juste que ça va prendre des heures. Maintenant, supposons que vous avez le traitement dans les deux modèles. Donc, vous avez l'effet, ici j'ai mis l'effet placebo, ça veut dire placebo versus traitement, en fait. D'accord? Donc ici, voilà, 0,13. Ça veut dire que ceux qui sont en placebo, ils ont un Y qui sont un Y en moyenne qui est un peu plus haut. Mais c'est non significatif. C'est juste ce que ça veut dire. Et j'ai mis aussi placebo dans l'effet, dans la survie. Ça veut dire que... Mais là, c'est là où c'est le piège. Parce qu'ici, si vous lisez, vous dites « Ah, quand j'ai le placebo, j'ai un peu moins de chances de mourir. » OK? On dirait que je meurs moins vite. Mais en fait, c'est faux. C'est là où c'est l'erreur, en fait. Ça, c'est pas l'effet direct du c'est pas l'effet direct du traitement sur la survie. C'est pour ça qu'il faut faire quelque chose, ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Et je vais montrer l'idée. L'idée, c'est que, en fait, quand vous avez ça, bon, son package, il est un peu bizarre parce que caché derrière tous ces termes, time, placebo, tout ça, derrière, en fait, entre guillemets, il y a des paramètres, il y a des vecteurs, enfin, on va dire. Et ce qu'on veut, c'est pouvoir récupérer ce 0,13 quelque part, et ce moins 0,39, et on aimerait bien aussi récupérer ce 1,24. OK? Parce qu'en fait, là, je suis obligé de revenir, parce que sinon, vous pouvez pas voir de quoi je parle. Ici, c'est comme si j'avais ce modèle, et j'ai mis placebo dedans, d'accord? J'ai mis placebo dedans, donc placebo, maintenant, il est dans le bleu. OK? Et après, je le mets dans le modèle de survie. Donc, placebo, il est dans le bleu,
multiplié par alpha. Et il y a aussi placebo ici, vous voyez? Donc l'effet placebo, en fait, il faut faire quelque chose avec les deux qui sont là, vous voyez, pour avoir le vrai effet placebo. Donc c'est ça tout le truc. C'est qu'en fait, on dirait qu'il y a un placebo qui va être multiplié par alpha ici, et il y a un placebo qui va être multiplié par un gamma ici. D'accord? Et c'est ça ici que vous voyez. C'est ça ici que vous voyez. Vous voyez ce placebo-là qui est dans le bleu, et ce placebo-là qui est dans le modèle de survie. Mais dans EV, il y a aussi le placebo du bleu, en fait. Vous voyez? Donc, pour avoir le vrai placebo, il faut faire une petite combinaison non linéaire de quelque chose, parce qu'il faut multiplier par alpha. Et pour faire ça, déjà, il faut savoir comment ils s'appellent, tous ces gens. Donc là, je parle un peu pour les gens de Stata. Hein. Donc, pour faire ça, je fais matrix list EB, et comme ça, j'ai tous mes coefficients écrits de façon extrêmement bizarre, parce que Stata, par défaut, ne les écrirait jamais comme ça. Donc, c'est lui qui a décidé de les écrire comme ça. Donc, je vois mon 1,24, je vois mon 0,13, et je vois mon moins 0,39. Ils sont là. 0,13, moins 0,39 et 1,24. Et je sais exactement, pour avoir le log hazard ratio global pour l'effet du placebo, il faut que je fasse alpha plus bêta plus gamma. Avec alpha égale ça, bêta égale à ça, et gamma égale ce truc. Et ça, ce sera vraiment l'effet du traitement sur la survie. C'est l'effet, d'accord? Et ça, pour le faire, en fait, c'est une combinaison non linéaire. Pourquoi elle est non linéaire? Parce que j'ai dû multiplier deux paramètres. Et ça, en fait, on a NLCOM pour le faire. Non-linéaire combinaison dans Stata. Et donc, après une galère de 10 minutes, tu arrives à comprendre ce que tu dois écrire. Je multiplie ça fois ça, plus ça. Et maintenant, voilà le vrai effet du placebo. Donc, le placebo, non, il ne protège pas. En fait, tu as plus de chances de mourir, mais c'est non significatif. OK? Voilà. D'accord. Donc, c'est comme ça si vous avez une variable qui est à la fois dans le sous-modèle de survie et à la fois dans le sous-modèle longitudinal. Il va falloir que vous fassiez un micmac. Surtout avec la current value association. Et d'ailleurs, c'est la seule façon dont je sais le faire, avec la current value association. Vous avez vu, je sais le faire qu'avec EV. Donc, ne me demandez pas à le faire avec les autres, je ne sais pas comment on fait encore, je n'ai pas réfléchi. Ensuite, vous pouvez aussi avoir du restricted cubic spleen. Si vous pensez que les fractionnels polynomiales, c'est toujours pas bien, vous pouvez demander RCS et vous mettez des degrés de liberté. Voilà. Donc là encore, pour restrictive cubic spleen, vous allez dans Google, vous allez voir la définition de ce que c'est qu'un spleen et vous allez comprendre l'idée en fait. C'est juste pour être plus flexible dans votre modélisation du temps, c'est tout. Donc moi, je ne vais pas vous en parler parce que je vais sûrement vous dire quelque chose de pas vraiment précis, mais j'ai l'idée quoi. Mais il y a des gens qui écrivent, c'est très bien écrit sur Wikipédia, il n'y a aucun souci. Donc là, en fait j'ai fait encore de degré 1. Donc, essentiellement, ça veut juste dire que j'ai rien fait, je crois, pour moi, hein, je pense. Mais en fait, c'est juste parce que je voulais que ça tourne et juste pour vous introduire que c'était possible de le faire. C'est tout. Je voulais juste que ça tourne. Donc, ce 0,172, est-ce que je me demande si je le revois quelque part? Oui, il ressemble déjà beaucoup au temps, là. Faroudi, tu voulais dire un truc? Non, c'est bon. OK. Oui, c'est juste, je vais te dire simplement que le polynomial de degré 1, c'est en fait une régression linéaire simple. C'est ça, hein, c'est ce que je me disais. C'est ça. Donc, plus tu augmentes les degrés, plus ta relation, elle est plus linéaire, simple, mais elle est autre chose. C'est ça. Donc, c'est comme ça que tu... Voilà. Ça. Et il y a juste le 0, c'est le logarithme, c'est ça. Hein. Ouais, juste, ça. voilà. Mais ce qui est très bizarre, c'est que pourtant, ça n'a pas donné exactement les mêmes résultats. Donc, on ne comprend pas très bien ce qu'il fait exactement. Donc, c'est pour ça que je dis que, voilà, il améliore son truc. Il y a des nouvelles versions assez souvent. Et je pense que peut-être qu'il y a des gens qui vont lui faire remarquer qu'il y a des incohérences. Parce que si le FP1, ça devrait faire time, pourquoi on n'obtient pas le même résultat en fait? Je ne crois pas que ce soit exactement ça le FP1. Je crois que c'est, en fait, il choisit une puissance. C'est juste un polynôme fractionnaire où tu as juste. Oui, t'as il choisit une puissance parmi plusieurs. Donc ça peut être la puissance 1. Oui, je suis bête. Ça peut être aussi -2. Oui, bah, c'est ce que je disais. C'est que j'avais oublié la définition correcte. Mais je savais qu'il y avait un. Oui, c'est juste moi qui. Voilà.
Mais tu as raison, oui, je crois que c'est ça, tu as raison. Mais en fait, c'est que il y en aura qu'un, mais il choisit une puissance, mais il n'y en aura qu'un, en fait, c'est ça. Il n'y aura pas Voilà, genre c'est deux. ça. Voilà, c'est Ouais. ça. Mais en fait, je crois que Stata, il y a un truc avec les FP où ils expliquent ça super bien, c'est super bien fait, sauf que moi, je l'utilise très rarement. Ça fait que je confonds toujours beaucoup les choses. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est possible de le faire dans Merlin. C'est possible. Et donc, oui, on comprend mieux donc pourquoi les résultats ne sont pas pareils, parce qu'en fait, on ne fait pas la même chose. Donc, restricted cubic spin, donc ok, on peut aussi faire ça. Et là, ce que je fais pas, c'est que ce que je dis pas, c'est qu'en fait, on peut aussi les mettre dans le modèle, le sous-modèle de survie. Je l'ai pas fait, j'ai pas présenté ça, mais en fait, à la fin, je vous montre le site et vous essaierez je vous montrerai où j'ai trouvé tous ces trucs-là. Et vous allez voir qu'on peut, en fait, on peut faire plein de choses. Même dans le sous-modèle de survie, on peut aussi avoir le temps dedans. Maintenant, dans les modèles joints, avec Merlin toujours, en fait, on peut dire que c'est un modèle non proportionnel hazard. Donc, il y a deux façons de voir les choses. Soit il est non proportionnel hazard à cause du treatment effect, dans le sens où on va dire qu'en fait, l'effet du traitement dépend du temps. OK? Donc, ça s'écrira donc comme ça, mais on aura toujours le current value specification ici. D'accord? Donc, on aura gamma 1 placebo, gamma 2 placebo fois log-t. Là, j'ai choisi log-t. Donc, oui, voilà. Il est là, le P0, hein, ouais, parce que je regardais au mauvais endroit. Donc, vous voyez, j'ai mis FP, j'ai mis placebo, croix, on va dire. Placebo étoile FP power 0. Et ça, c'est log-t, en fait. D'accord? Fractionnel polynomial 0. Et donc, en faisant ça, en fait, on peut tester s'il y a du non-proportionnel hasard, en fait. Et après, je laisse tout pareil là-haut. Et on peut aussi tester si l'association effect est lui aussi non-proportionnelle. Et dans ce cas, l'équation, c'est, par exemple, vous avez juste l'effet placebo, et cette fois-ci, c'est le bleu qui interagit avec le temps. D'accord? Le EV, là, le fameux EV. Le bleu, c'est ce que j'appelle EV. OK? Donc, vous avez alpha 1 et alpha 2, là. D'accord? Et là aussi, si alpha 2, si alpha 2 il est différent de 0, c'est que c'est pas proportionnel à hasard. D'accord? Donc, là, on peut voir comment ça marche. Je sais pas, il nous raconte sa vie, là. Et là, vous avez donc, par exemple, placebo FP. Oui, vas-y, dis-moi. On voit pas où t'es là. Enfin, Ah mince. Ah, c'est parti? je sais pas. Moi, je suis sur la diapo 39 là, mais. Ah, ok. Donc je vais, c'est pas grave, je vais remettre parce que des fois ça part comme ça. Donc tu revois là ou pas? Non, pardon. Ouais. Tu revois la 39, c'est bon? Ouais, c'est bon. Et elle bouge ou pas? Ouais, là, c'est bon. Ok. Est-ce qu'il y en a parce que j'ai parlé de ça pendant longtemps, il y en a d'autres qui voyaient rien du tout en fait? Yes. Ah bon, Non, bah mais alors. en fait, il y a eu une coupure il y a de 30 secondes là, Ok. de connexion, et après, ça s'est remis. Quoi. Bon, bah je recommence alors. Donc je disais qu'en fait, avec Merlin, on pouvait aussi tester les proportional hazard ratio, les non-proportional hazard. Il y a deux façons de voir les choses. Soit en fait, c'est le treatment effect qui est non-proportional hazard. Dans ce cas, en fait, pour le sous-modèle de survie, on aurait un effet placebo qui dépendrait du temps. Et c'est pour ça qu'il y a une interaction avec j'ai mis log de t ici, d'accord? Ok. Et voilà. Et donc si le gamma 2 ici il est non significatif, ça voudrait dire qu'on est en non-proportional hazard. Ok. Ou soit, en fait, c'est l'association effect qui est non-proportionnel hasard, ou même les deux. Hein. Et cette fois-ci, l'équation, ce serait, j'aurais l'effet placebo qui, lui, n'a pas de problème de proportionnel hasard, mais cette fois-ci, ce serait le bleu là, le EV, d'accord, qui serait dépendant du temps. D'accord? Donc le bleu pourrait dépendre du temps aussi. Donc on pourrait tester si alpha 2 est différent de 0. D'accord? Donc ça, on peut le faire. Et bien sûr, on peut faire les deux, mais je n'ai pas fait les deux. On peut faire ce qu'on veut. Et pour les notations et pour les syntaxes, vous vous mettez donc dans le sous-modèle longitudinal. Et moi, j'ai demandé log de t, donc j'ai fait placebo bien sûr, placebo hashtag
power 0. Et ça, je sais que c'est log de t. Et pour association effect, j'ai fait expected value de log b, expected value de egg b fois le log t, log du temps. D'accord? Il est là. Et toujours pareil avec les mêmes choses habituelles. Et donc, comment ça sort? Vous avez donc ici, par exemple, que c'est non significatif. Donc, pour l'effet du placebo, il est vraiment il est proportionnel à hasard. Parce que c'est non significatif. Mais de toute façon, il n'y a pas d'effet. Il n'y a pas d'effet traitement. Enfin, du moins avec ce modèle-là. Et pour l'association effect, donc là, hop, on voit qu'en effet, l'association effect, lui, il est proportionnel, il est non proportionnel à hasard. Parce que c'est significatif. Donc, ce modèle-là, c'est une façon juste de mettre une interaction avec le temps, quoi. Comme quand vous faites dans vos modèles de Cox, quand vous voulez tester. Enfin, on sait qu'on a le droit de mettre l'interaction avec le temps dans un. Enfin, tu vois, même quand c'est non proportionnel à hasard, c'est pas si grave que ça en fait. On met juste l'interaction avec le temps et puis c'est tout. C'est la même chose dans le modèle joint avec Merlin. Ok. Et après, il y a d'autres choses. Vous vous doutez, en fait, c'est infini. Et je crois que j'arrête là. Donc, l'analyse conjointe des outcomes. Ah oui, parce que ce que je ne dis pas, en fait, c'est qu'en fait, Merlin peut vous faire des modèles compétitifs, des risques compétitifs. Il peut vous faire, en fait, tout ce que vous savez faire en termes de modèles de survie, il peut vous les faire. Tout. Il peut mettre des risques compétitifs avec des modèles joints, si vous avez envie. Il peut vous mettre plusieurs outcomes. Parce que, comprenez bien, vous avez vu, entre parenthèses, j'ai mon premier outcome, c'est log B. Mais si j'ai un deuxième outcome, je peux le mettre. Pourquoi? Souvenez-vous, c'est un Generalized Structural Equation Modeling. Donc, je peux mettre plusieurs équations, en fait. Et ça, il peut le faire. Juste, il faut avoir les reins solides, c'est-à-dire que vous ayez des données qui sont robustes et bien propres. Parce que ça ne va pas converger ou vous allez attendre toute votre vie pour finalement voir. Mince, ok, j'ai 1 heure pour ça marche pas, ok, je suis trop vénère. Donc, mais en fait, il peut le faire. Et il y a peut-être des exemples dans son site où il montre des modèles de malades où il a 3 outcomes, continus. Ah oui, on peut même lui mettre des outcomes qui sont logit, par exemple, si on a envie. Parce qu'ici, la famille, des outcomes binaires, la famille, elle n'est pas forcément gaussienne. Je peux très bien lui dire une famille binomiale, par exemple. Donc, j'aurai un outcome, peut-être, c'est pas le log B, mais la probabilité d'avoir un log B supérieur à quelque chose, si j'ai envie. Un 0,1. Je peux vraiment faire tout ce que je veux. Donc, l'analyse conjointe des outcomes longitudinaux et de survie est nécessaire pour obtenir des estimations et inférences non biaisées lorsque les deux outcomes sont corrélés. Les modèles joints peuvent être utilisés, et là je me répète en fait, pour évaluer les effets découvrable à la baseline sur les outcomes longitudinaux et de survie, pour évaluer les effets décovariables dépendants du temps sur les outcomes de survie, puisqu'ils vont être intégrés là-dedans, automatiquement, cadeau. Pour tenir compte des dropouts informatifs, ça, il faut voir mon truc dynamique, là. Je vous ai montré que si vous ne faites pas gaffe, vous croyez que l'effet du temps, en fait, ça baisse, mais en fait, il n'y a rien qui baisse du tout. C'est juste que les gens, ils meurent ou ils drop out. Et donc, on peut utiliser GSEM de Stata pour les modèles conjoints prenant en compte des outcomes longitudinaux non continus, même si je ne l'ai pas montré. On peut le faire si on avait envie. En fait, je n'ai même pas montré GESM, mais bon, c'est pas grave. La survie, comme j'ai dit, la survie, cependant, est modélisée de manière paramétrique. Ça, c'est ça le problème, comparé à d'autres gens que j'ai vus qui arrivent à mettre des modèles de Cox. Et la commande Merlin, Mixed Effect Regression for Linear, Non-Linear and User Defined. Ah oui, tu peux même définir toi-même ton modèle dans Merlin, si tu as envie. Hein. Si genre tu es assez bon pour définir ton modèle, tu peux lui demander, il va te le faire. Et voilà, et il est créé par ce gars-là. Et là, vous allez sur ce site, et là, vous voyez, il y aura des exemples sûrement ça va ressembler beaucoup à ce que j'ai fait, parce que j'ai pris beaucoup de choses de là-dedans, parce que c'est Merlin, et il a fait Merlin de Stata, quoi. Et il va aussi vous parler d'autres choses. Mais c'est lui, quoi. Il va vous parler des trucs compétitifs. Il vous dit tout ce qu'il aime, hein. Multi-states, multi-level, joint modeling, voilà. Après, vous cliquez. Bon, moi, j'ai pas fait tout le site, mais voilà, je pense qu'il y a pas mal de choses. Et en fait, je dis permet de tout faire.
mais littéralement tout faire. Tu peux faire des trucs incroyables. Tu peux faire tous les modèles que tu imagines. Même, il dit même que, parce que je l'ai entendu dans il faisait une présentation, il dit même qu'il y a des trucs, ça se trouve, il ne sait même pas que c'est possible de le faire. Parce qu'en fait, c'est juste, c'est ton imagination. Tu peux tout demander, en fait, avec Merlin. Voilà, donc c'est tout, j'ai rien d'autre. Voilà. Donc pour les utilisateurs de Stata, clairement, Merlin, il faut se lancer. Maintenant, Merlin existe aussi dans R. Mais je trouve qu'ils sont moins précis parce qu'ils n'ont pas les techniques, de calcul que j'aime. Et on voit tout de suite qu'ils sont un peu moins précis, je trouve. Et en plus, c'est assez lent aussi, en fait. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Henri. C'était top. Hyper bien expliqué. Parfait. Maintenant, on va être des pros. Je sais pas, mais après moi, comme d'hab, en fait, j'ai même pas de données comme ça, donc en fait, je vais même pas les utiliser parce que j'ai rien pour pouvoir l'utiliser. Donc, je suis dégoûté parce que ça pourrait être marrant, mais quand même, et toi qui utilises ça, avoue, c'est juste trop long, quoi. Enfin, je veux dire, si ton modèle, moi, les modèles, ils étaient bidons, hein, ce que j'ai fait. Mais s'ils sont vraiment sérieux tes modèles, c'est trop long. Là, comme ça, j'ai pas le souvenir parce que ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Je crois que ça allait à peu près. Ça allait à peu près? Ouais. Parce que là, moi, je fais d'autres modèles, enfin, d'autres trucs avec plusieurs outcomes longitudinaux, machin, où c'est beaucoup plus long. Ah, d'accord. Et tu es sur GMByes 2, GM Eh ben, non, je crois que j'avais fait sous Stata aussi. J'avais fait sous Stata. Merlin? Bah, du coup, c'était pas Merlin parce que c'était pendant ma thèse, donc Merlin n'existe pas encore, mais c'était quand même c'était lui. Ouais, c'était lui. JTM, je sais pas, ces trucs-là, oui. Oui, bien, ouais, celui-là aussi. Mais voilà, lui, oui, c'est ça, oui, en effet. Juste l'ancêtre de Merlin, quoi. Ouais, c'est ça. Mais maintenant, effectivement, je fais un peu plus sur JMByes, mais bon. Ok. Mais ça va pour toi, la vitesse. Après, moi, j'ai tellement l'habitude que ça, c'est juste parce que toi, tu as toujours fait des modèles compliqués, je pense, dans ta vie, en fait. C'est que moi, normalement, voilà, les réponses, elles arrivent, quoi. J'attends pas, je suis pas censé attendre 5 minutes, en fait. Tu vois, ça me choque. Ah oui. Oui, vraiment, ça me choque.